Bonjour tout le monde et bienvenue pour le débrief du Mal-Aimé. Le Mal-Aimé, c'est évidemment ce match que vous voyez entre Arsenal et l'Atlético Madrid, ou plutôt de l'Atleti et Arsenal. Une rencontre qui était considérée comme nulle, ennuyeuse, claquée au sol avant même d'avoir débuté, avant même que la première minute soit jouée. Un match qui a été décrit comme étant extrêmement fermé et pourtant on va l'analyser. Je vous montre la petite carte des tirs. 29 tirs pour un match extrêmement fermé, c'est quand même une petite anomalie statistique. Alors la qualité footballistique d'un match ne se lie pas au nombre de buts, ne se lie pas au nombre de tirs, mais quand on me dit qu'un match était une purge absolue sans aucune occasion, je suis quand même un peu surpris de voir 29 tirs sur la feuille de stats. Dans cette vidéo, on va revenir sur pas mal de points et des points qui sont assez différents. Je vais d'abord parler de l'étiquette qu'on a collée sur ce match. C'est un sujet qui est un peu en dehors du cadre du débrief classique, mais on a fait beaucoup de vannes. Moi, le premier, je le reconnais bien volontiers sur cette rencontre et ça lui a causé préjudice et je pense qu'à nous aussi, spectateurs, ça nous a causé préjudice et j'ai envie de commencer par ça. On fera évidemment le débrief du match. Alors, je vais pas revenir en détail sur toutes les notes qui ont été données dans la presse parce que je vais revenir un peu plus rapidement sur la rencontre que ce que j'ai pu faire pour le PSG Bayern. Une simple question d'emploi du temps, si vous voulez tout savoir avant de me faire des procès d'attention. J'aimerais ensuite parler des conséquences de ce match et même pas du match retour, même pas du Arsenal-Atleti, mais parce qu'il y aura une vidéo dédiée, comme pour Bayern-PSG, mais de la future finale qu'elle se dessine avec Arsenal, avec l'Atleti, avec le Bayern, avec le Paris Saint-Germain. Je trouve qu'on a tendance à sous-estimer un peu les deux clubs qu'on va analyser aujourd'hui, et je vais le dire très clairement, c'est des clubs que je préfère me taper en demi-finale qu'en finale. Manque de chance pour le PSG ou le Bayern, c'est la finale qui fera qu'il les rencontre, et surtout, c'est loin d'être deux adversaires que j'ai envie de prendre au cours d'une finale de Champions League. Je vous expliquerai pourquoi. Et enfin, on va parler d'Arsenal et ma grande question, qui est quasiment une question philosophique, c'est est-ce que Arsenal a besoin de devenir moche pour gagner? Est-ce que c'est un plan prémédité par Mikel Arteta? Quelles conséquences si jamais Arsenal ne soulève pas la Ligue des Champions et la Première Ligue? Et finalement, on a tendance à oublier, mais Arsenal, c'est un club qui aujourd'hui peut tout gagner. Alors cette rencontre, on va être honnête, elle se lie en deux temps et je pense que même sur l'attaque momentum de SofaScore, ça se voit assez clairement. Si on regarde les stats et qu'on les décompose en demi-temps, c'est aussi assez parlant. Vous avez 0,22 buts attendus pour l'Atleti en première période, 1,25 pour Arsenal qui a été gonflé par son penalty évidemment. Sur la deuxième, c'est l'inverse, le penalty gonfle le score de l'Atleti, mais même au-delà de ça, ils ont des buts attendus plus grands, même en termes de grosses occasions, il y en a 3, en termes de tirs, il y en a 13, aucune grosse occasion en première mi-temps, 5 seulement en 2 tirs. Et en fait, Arsenal, c'est eux qui en deuxième mi-temps vont avoir seulement 5 tirs et 0 grosse occasion. C'est une rencontre qui a vraiment été à deux temps. Il y a eu un retour des vestiaires de la part des joueurs de l'Atleti qui a été assez notable. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément qu'une question de coaching, parce qu'en soi, est-ce que on a un coaching de l'Atleti qui fait une différence absolument majeure? Oui, il a eu son influence, mais c'est surtout dans l'attitude et dans le football proposé par les joueurs qui étaient déjà présents dès le début de la rencontre qu'on a beaucoup de choses à dire. C'est un match que j'ai trouvé intéressant pour ça, et ça c'est le premier point que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a eu un scénario qui était cool. On a beaucoup parlé du scénario pour le match entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, parce qu'il était vraiment surprenant, parce qu'il était haletant. Mais finalement, ce match-là, il avait également des choses à offrir en termes de scénario. Et je le redis, ça n'a pas été un match aussi fermé que ce qu'on peut penser. Enfin, regardez-moi cette carte de tir, il y en a quand même eu un paquet. Il y a eu des occasions aussi qui n'ont pas forcément donné lieu à des tirs. Je suis pas en train de vous dire que c'était la rencontre la plus ouverte du siècle, mais en fait, ça a tellement été un match qu'on a caricaturé comme le match qu'allait être l'anti-football, que je pense que ça a empêché la bonne lecture du match de pas mal de gens. Même après la rencontre, quand je me baladais sur les réseaux sociaux, j'ai vu beaucoup de personnes qui nous décrivaient ce match comme si c'était la grande purge. Eh ben, au risque de vous surprendre, au risque de présenter une unpopular opinion, mais je pense qu'on est entre gens bien, donc la vie sera un peu plus nuancée que les vannes que j'ai pu voir sur les réseaux. Je trouve que c'est un match qui est clairement pas une phase finale honteuse de Ligue des Champions. Alors on peut discuter sur le fait que c'est une demi-finale, que la demi-finale généralement on a tendance à avoir des choses un peu plus spectaculaires, mais j'ai trouvé que les deux équipes étaient relativement haut niveau, d'autant plus qu'il y a des absents, il faut le rappeler.
Tu peux pas compter sur Barrios du côté de l'Atleti, et je suis désolé, mais avec ou sans Barrios, ça te change pas mal de choses. Havertz, qui était indisponible, t'as obligé à aligner Gyökeres. Bon, je dis obligé, Gyökeres est une des grosses recrues du mercato estival. Il fait un match tout à fait honorable, donc je dis pas ça pour lui casser du sucre dessus, mais je suis pas sûr que Gyökeres ait été titulaire si jamais on avait eu un Kai Havertz. Et t'as Saka, où il y a eu des rumeurs durant la matinée avant le match comme quoi il pourrait être titularisé, mais Saka, il est en manque de temps de jeu, il revient tout juste, il est pas au point physiquement, il n'a pas pu être présent dès le départ. Donc finalement, c'est une équipe d'Arsenal, c'est une équipe de l'Atleti qui était pas mal diminuée, faut pas oublier ça. Et j'ajouterai le dernier point, c'est que Arsenal, ils sont sur les deux tableaux, ils n'ont pas pu faire tourner, j'en avais parlé dans ma vidéo d'avant-match, ils n'ont pas pu reposer leurs joueurs. C'est un peu tout l'inverse du Bayern qui est extrêmement large du côté de la Bundesliga et du Paris Saint-Germain qui certes n'est pas large en Ligue 1, mais qui a un niveau de banc qui fait que même en faisant de la rotation, ils peuvent espérer aller chercher les 3 points. C'est très différent pour Arsenal, c'est très différent du côté de la Première Ligue. Et du coup, ce match soi-disant d'anti-football, moi j'ai vu des choses plutôt intéressantes. C'est pareil, alors truc qui m'a fait rire, comme quoi parfois les stats peuvent être lus de bien des manières. Possession à 52% pour l'Atlético et 48% pour Arsenal. Sauf que quand on regarde les hitmaps des deux équipes, c'est pas du tout le même tableau qui se dessine en fait. C'est là où on voit qu'il y a possession et possession. Arsenal a ses zones les plus actives de touche de balle qui sont dans la moitié adverse et plus précisément on va dire entre les ailes et le demi-espace. C'est vrai que ça pénètre pas beaucoup dans la surface, mais ça reste une possession qui reste relativement haute, avec assez peu de touches dans les zones où généralement ça pue un peu et où tu vas quand tu galères à la relance. Alors que du côté de l'Atleti de Simeone, c'est un peu différent. C'est plutôt tes latéraux, ou plutôt les zones dédiées en théorie à tes latéraux qui vont être les zones où tu as touché beaucoup de ballons. Et d'ailleurs, j'ai pas regardé les joueurs qui avaient touché le plus de ballons, ça va être l'occasion. On va avoir du Coquet, du Cardoso, plutôt logique. Eux, ils ont pas mal touché à balle, mais je pense qu'en fait, en termes d'utilisation, on va aller voir, hein, mais quelque chose me dit que on n'a pas exactement les mêmes hitmaps de latéraux. Si on prend déjà les latéraux, du côté des Gunners, c'est avec Ben White qui est effectivement très haut. Incapié, c'est un peu plus discutable, on va dire. Llorente et Ruggeri, ouais, effectivement, ça va un petit peu plus bas. Bref, tout ça pour vous dire que déjà, en termes de possession, c'était un match que j'ai trouvé plutôt intéressant parce que, oui, on a eu un Atleti qui a eu le ballon, ce qui pourrait laisser à penser que Arsenal n'a pas contrôlé son match. Bon, déjà, encore une fois, petite différence entre première et deuxième période, mais ça n'a pas été du tout la même utilisation des ballons. Et en fait, on avait tendance à présenter un petit peu cette rencontre comme l'anti-football d'Arteta contre l'anti-football de Simeone. J'ai pas du tout vu le même match des deux côtés, j'ai pas du tout vu la même façon de presser. Ces deux équipes qui finalement avaient des propositions tactiques assez différentes et ça a rendu ça assez intéressant. J'en ai pas parlé durant mon débrief rapide du journal TMF le matin, mais j'ai bien apprécié le match de Declan Rice, qui est pas un numéro 6 avec autant de créativité que les numéros 6 qui ont le plus de hype, mais qui est un mec qui, dans ce genre de match où tu as besoin de contrôler un petit peu les choses, est assez intéressant. Et finalement, ce match a été assez intéressant parce qu'en première mi-temps, quand tu as le penalty avant que tu arrives au vestiaire, parce qu'il est à la 44e de Gyökeres, je me dis qu'Arsenal a pris un avantage décisif. Parce qu'en fait, déjà mentalement, je pense que le penalty Gyökeres, il fait mal dans ses conditions d'obtention. Alors je vais pas faire un énième débat sur l'arbitrage, beaucoup de personnes en ont parlé, mais disons que Gyökeres la joue bien. Je vais dire ça comme ça. Je suis habituellement très très critique sur Gyökeres. On peut rager sur le côté peut-être un peu plongeur sur l'action, mais en tout cas, il a la malice. Et en fait, tu te prends ce penalty que tu peux juger injuste, qui est juste avant la mi-temps, dans une première mi-temps où je le remontre, mais tu as quand même eu surtout une présence de la part des Gunners. Les tirs, c'est sur toute la rencontre, hein, je crois, si je dis pas de conneries. Oui, ça change pas. Les tirs que vous voyez s'afficher ici. Donc première mi-temps, ouais, t'as vraiment pas grand-chose produit par l'Atleti. Tu te dis que c'est plié. Moi, je sentais d'avance le match qu'Arsenal avait verrouillé, parce que s'il y a bien une équipe où t'as pas envie de te retrouver en menée, c'est Arsenal. Et mine de rien, t'as eu cette petite surprise de l'Atlético. Alors certes, j'ai tendance à moi-même faire une vanne sur le fait que les deux buts sont marqués
en dehors du jeu, sur des pénaux, mais t'as quand même eu des occasions assez intéressantes du côté de l'Atleti. Donc c'est un match que j'ai jugé quand même assez riche en termes de rebondissement. C'est un match où j'ai quand même vu des prestations intéressantes. Antoine Griezmann, quoi qu'on en dise, il n'est pas cramé. Grosse activité sur le terrain, grosse capacité à aller gêner adversaire, même techniquement pas si mal que ça. Alvarez, évidemment, c'est le joueur qui fait la différence du côté de l'Atleti par sa qualité. Un peu déçu de mon côté par Lookman, que je juge être un joueur qui peut offrir mieux. Il l'a montré depuis qu'il est arrivé à Atleti. Mais globalement, t'avais quand même un petit peu de talent dans ces équipes, faut pas déconner. Et en fait, là où j'ai envie de dire vraiment que j'ai envie de me taper aucun des deux en finale, c'est que on a beaucoup dressé de louanges sur la rencontre entre le PSG et le Bayern Munich. Moi-même, j'ai qualifié ça de meilleur match de la décennie. Et franchement, j'assume totalement mon propos, même avec une journée de plus, même à froid. Mais ça a été aussi des équipes que tu as vu pouvoir se faire embarquer dans une sorte de folie. T'as vu le Bayern Munich qui s'en prenait 5 tout de même. T'as vu le PSG qui s'est fait remonter quelques buts tout de même. Et en fait, Atleti comme Arsenal, c'est des vrais poisons. Si demain tu les affrontes en finale, si tu te retrouves sur un unique match face à eux, bah à tout moment, t'as effectivement Arsenal qui te marque ce petit but avant la mi-temps, et à tout moment, derrière, t'as pas forcément la réaction qu'a été capable de avoir l'Atlético, et tu te retrouves face à un match verrouillé, et tu finis par dire « Oh là là, bah Arsenal, ils ont remporté la Ligue des Champions, mais le Bayern ou le PSG méritaient bien plus. » Ouais, mais le football, parfois, c'est pas qu'une question d'avoir les encouragements du jury, hein. Parfois, c'est cruel. Donc j'avais envie de dire ça. Truc intéressant au niveau des compositions, c'est qu'en fait, Arsenal est une équipe qui est devenue pragmatique sur choix d'Arteta, très clairement, là-dessus j'ai aucune hésitation à le dire, mais je suis en train de me dire que de toute façon, ces équipes, elles sont un peu en train de lutter avec leurs armes, hein. Faisons un petit jeu, mais vous prenez l'attaque des Gunners, Madueke, Gyökeres, Martinelli, vous en mettez combien du côté du Bayern ou du Paris Saint-Germain? Ai-je besoin de vous répondre? Moi, aucun des trois, évidemment, ne va du côté du Bayern et du PSG. À la limite, si t'as un Saka qui est en pleine forme, là, on peut discuter. Saka, pour moi, il accompagne Gvara et Dembélé du côté du Paris Saint-Germain. Peut-être que demain, j'aurais tendance à plus mettre Doué, mais en attendant, à l'instant T, si Saka est en forme, je trouve qu'il y a largement débat. Je pense également que Luis Diaz, ça peut être challengé par un Saka. Mais le problème de Saka, c'est qu'il est toujours blessé. Mais là où je veux en venir, au-delà de ce débat que j'ai pas envie de lancer sérieusement, parce que je vais être honnête, j'y ai pas beaucoup réfléchi et ça se trouve dans 2 heures, je changerai d'avis. Mais c'est que le matériel offensif d'Arsenal, moi, je le trouve pas exceptionnel. Alors, ça a été chercher Gyökeres, mais en fait, Gyökeres, j'ai toujours dit que ça avait la gueule d'une erreur de casting pour Arsenal. Parce que Gyökeres, c'est pas un joueur qui, comme Havertz, est capable de autant se fondre dans le collectif d'Arteta. Mais évidemment qu'Arteta, il a validé ce profil. Et autant il y a des demeurés sur Twitter qui faisaient de Gyökeres le meilleur numéro 9 du monde, autant évidemment Arteta et le staff d'Arsenal, ils étaient très conscients des limites techniques de Gyökeres et de ce que ça allait poser comme problématique dans l'incorporation du jeu. Donc en fait, quand tu vas chercher Gyökeres, tu sais déjà que tu vas pas forcément avoir des matchs et avancer sur le même projet footballistique. Et je me dis que cet Arsenal, qui a été une équipe qui a joué de toute beauté durant bien des saisons, ça a été également une équipe qui a toujours été incapable de tenir cette première place de Première Ligue. Parce que ok, Arsenal, ça jouait bien. Ça jouait bien, mais ça fait deuxième en 2024-2025. Ça jouait bien, mais ça fait deuxième en 2023-2024. Ça jouait bien, mais ça fait deuxième en 2022-2023. Vous voyez là où je veux en venir? C'est qu'au bout d'un moment, c'est une équipe qui est fatiguée, qui joue sur tous les tableaux, qui a besoin de jouer sur ses points forts. Et peut-être qu'on a avec ce match l'illustration, non pas nouvelle, mais répétée du fait que c'est peut-être une formule qui va fonctionner. Parce que franchement, le réveil de l'Atleti, alors l'Atlético est une bonne équipe, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais il n'était pas gagné d'avance. Et moi, j'étais en train de me dire qu'Arsenal avait vraiment bien manœuvré son affaire et que c'était une équipe qui allait réussir en quelque sorte sa domination logique. Mais là où c'est intéressant, c'est que après ma vidéo d'avant-match, j'essaye de pas le faire avant ma vidéo d'avant-match, j'ai été regarder pas mal d'analyses avant-match pour cet Atlético Arsenal.
Et un peu partout, dans des sources d'infos très différentes, je me rendais compte qu'Arsenal était vu comme l'équipe relativement favorite. Et d'ailleurs, on va faire un petit exercice. On retourne sur Transfermarkt. Bah tiens, j'ai même pas besoin de effectif d'Arsenal estimé à 1,23 milliard. Et si je vais du côté de Atlético Madrid, je sais, hein, ça veut pas tout dire, mais voilà, estimé à 587 millions. Si on regarde les stars de l'Atleti et si on regarde les stars d'Arsenal, non, dans l'autre sens, le filtre, on va avoir Alvarez et derrière, bah, finalement, c'est une galaxie de joueurs qui vont tourner à 60, 45, 40 millions. Et c'est pas forcément que des joueurs extrêmement âgés qui font qu'il y a une valeur basse, hein, c'est juste que t'as pas la même qualité d'effectif et t'as pas eu exactement la même capacité de recrutement au cours des derniers étés. Âge moyen d'Arsenal de effectif, 26,3. Atleti, on est à combien? Comment ça c'est que j'ai pas le même écran? J'ai été où ici? J'étais sur effectif, autant pour moi. Détail de effectif, je pense que ça va être là. 27,7, donc un peu plus vieux, je vous le concède, mais pas non plus le jour et la nuit. Surtout qu'il y a le gardien qui rentre en ligne de compte et où il y a une grosse différence d'âge. Tout ça pour vous dire que c'est pas exactement les mêmes qualités d'équipe en fait, donc Arsenal était vu comme immense favori de cette rencontre. Je le redis, hein, valorisation, on est du simple au double. Hein. Mais il y a une grande différence en fait, c'est que autant je suis persuadé que Arsenal est une équipe horrible à affronter quand il mène juste avant la mi-temps, autant est-ce que vous pensez, et là je pars dans mes divagations, hein, c'est de l'extrapolation de ma part, est-ce que vous pensez qu'Arsenal aurait été capable de revenir en seconde mi-temps comme ce qu'a fait l'Atlético si jamais ils avaient été menés, si on avait inversé des situations en fait? Moi, je suis persuadé que ce serait moins bien passé du côté d'Arsenal. Et en fait, on en reparlera quand on fera la vidéo d'avant-match pour le retour. Mais là où j'ai l'impression que l'Atleti, c'est peut-être une équipe qui, sur certains points, est peut-être un peu plus limitée, certes. J'ai quand même l'impression que c'est une équipe qui a un peu plus de caractère, un peu plus de niaque, un peu plus d'expérience, un peu plus de côté gagnant, en fait. Alors que du côté d'Arsenal, j'ai l'impression qu'on a une équipe de bébés cadom. Et qu'en fait, Arsenal est peut-être mon favori pour le match au retour. Faudra que je me repenche à froid là-dessus. Je prends pas trop de risques en disant ça. En plus, il joue à domicile, donc non, franchement, je pense que je peux avancer là-dessus sans avoir trop peur de me déjuger. Je me réserve le droit de changer d'avis, mais aujourd'hui, je fais franchement d'Arsenal mon favori sur le match au retour. Mais c'est une équipe qui est tellement favorite sur le papier, même si je me refusais à ce constat avant ce match-là. Mais si je prends juste les éléments théoriques, les éléments comptables, la qualité intrinsèque des joueurs, que c'est un peu un comble qu'on se dise que l'Atlético peut autant leur faire l'envers. Parce que c'est clairement deux ADN d'équipes fondamentalement différentes. Et là, on en vient un peu à la question qui tue pour moi, parce qu'on dépasse le cadre du calcul rationnel sur Arsenal, c'est qu'est-ce qui se passe si tu gagnes tout et si tu perds tout. Et c'est hyper marrant, parce que je trouve qu'on a une lecture vachement résultatiste des choses dans le foot, et je pense que pour Arsenal, ça va être le cas encore plus que jamais, et qu'il y aura un côté prophétie autoréalisatrice. Je m'explique. Si Arsenal arrive à gagner soit la Première Ligue, soit la Champions League, soit, soyons fous, les deux, tu vas te dire que ça a été enfin la saison de la maturité, qu'Arsenal a réussi à jouer un petit peu différemment, à mettre de côté sa naïveté et à faire le dos rond pour aller chercher tel un coureur de fond qui résiste jusqu'au bout tous ses objectifs. Et on dira que c'est la consécration du projet des Gunners et qu'Arteta a prouvé qu'il était capable d'être autre chose qu'un Poulidor pour les amateurs de cyclisme, qu'un éternel romantique deuxième. Et à contrario, si Arsenal se loupe partout, qu'est-ce qu'on va dire sur Arsenal ? On va dire qu'Arsenal a trahi son football pour rien, qu'en plus ils sont plantés, qu'il y a une vraie ADN de loser et que Arteta, ça commence à devenir délicat. Et je pense même que ça pourra jouer sur l'avenir d'Arteta. Alors que finalement, est-ce que c'est un tournant, un match qu'il faut décider l'avenir de ton entraîneur ? C'est quand même un peu délicat. Et est-ce qu'il y a véritablement mieux sur le marché des entraîneurs ? Bon, moi, je rêverais de Xabi Alonso du côté d'Arsenal. Je pense que ça pourrait donner de très bonnes choses, étant donné qu'apparemment Arne Slot va rester du côté des Reds. Mais il y a la question qui va se poser. Et je trouve ça assez cruel, en fait, pour Arsenal de se retrouver dans cette configuration, parce que Arsenal, c'est quand même une saison où t'as eu Havertz qui a été blessé assez longtemps, t'as eu Saka qui a eu une petite absence, t'as eu Odegaard qui a joué qu'un tiers des minutes de jeu, t'as eu
des blessures ici et là. Je parle même pas du cas de Timber. Alors là, c'est dramatique en fait. T'as pas du tout pu compter sur lui alors que c'est quand même un bon joueur. Donc en fait, ouais, je trouve qu'Arsenal se retrouve un peu à la croisée des chemins dans une situation un peu cruelle, alors que l'Atlético, alors certes, ils sont décevants, hein, j'en parlais lors de la vidéo d'avant-match, ils sont quatrième de... où c'est que je vais voir leur classement? Non, c'était la quatrième de Liga, c'est pas à la hauteur de ce que tu pourrais espérer pour l'Atleti, parce que non seulement t'es pas troisième, mais en plus t'es quand même sacrément largué, hein. T'as 25 points derrière le FC Barcelone, 25 points. Et l'enjeu un peu couperé, bah t'en as plusieurs. Hein. T'as le côté Griezmann, juste une dernière danse avant l'ombre et l'indifférence. Référence des années 2000. T'as Julián Álvarez qui est au cœur de mille et une rumeurs de départ. On l'envoie au pif du côté d'Arsenal, du côté du Barça. J'ai même vu du côté du Paris Saint-Germain. Bref, dès qu'il y a un club qui a de la thune, ou pas d'ailleurs, on l'associe aux rumeurs Alvarez, mais t'as vraiment un côté qu'est-ce que ça va donner quoi. Et je trouve que pour ça, le narratif du match retour va être passionnant. Donc voilà, je crois que je vais conclure là-dessus. Ça aurait été une vidéo un peu plus courte, ça aurait été une vidéo où je me serais un peu moins attardé sur le match, mais j'en ai déjà bien parlé dans le débrief du matin. Je pense que c'est une rencontre qui va également moins intéresser. Je suis un peu plus pressé cet après-midi. C'est super chelou de dire ça dans une vidéo, mais c'est une réalité. Donc je vous aurais fait mon retour dessus. Il n'y aura pas de vidéo demain. Je vais digérer un peu ces matchs de Ligue des Champions et prendre un peu de repos de mon côté. Je vous souhaite un excellent week-end footballistique qui fait bien au match. Salut.